auditeurs, bonjour ou bonsoir, que vous soyez en plein milieu de la nuit ou en plein après-midi, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, la radio du Terre-Terre Lorrain, François-Xavier Consoli, votre serviteur, et aujourd'hui, philosophie, avec un auteur, un précepteur, puisque c'est comme ça qu'il se qualifie, et un youtubeur, il s'agit de Charles Robin. Monsieur Robin, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Alors, monsieur Robin, eh bien, vous êtes connu désormais sur les réseaux sociaux, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, eh ben, je vais vous présenter. Alors, vous êtes un auteur, je l'ai dit, vous avez écrit plusieurs livres, La gauche du capital, qui est sorti en 2014, et Itinéraire d'un gauchiste repenti, qui est sorti en 2017. Et dans votre approche de la philosophie, puisque vous êtes un amoureux de la philosophie, vous avez reconsidéré, si on peut dire, l'enseignement de la philosophie, puisque c'est vrai que c'est une matière qui, pour beaucoup de gens, apparaît comme un petit peu lourde, un petit peu chiante, faut Ouais, le dire. on peut le dire. Donc, comme vous êtes un amoureux de la philosophie, un amoureux du concept, vous avez décidé de prendre l'enseignement de la philosophie à bras-le-corps, si je puis dire, et de donner des cours, et de repenser la pédagogie de la philosophie en vous lançant dans l'aventure youtubesque. C'est ça. Je suis très content que vous commenciez par parler de ça parce que c'est effectivement ce qui me définit aujourd'hui, ce qui définit mon activité principale. Donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Précepteur sur laquelle j'essaye de vulgariser, et peut-être qu'on prendra le temps d'expliquer ce qu'on entend par là, de vulgariser la philosophie au plus grand nombre, c'est-à-dire de présenter des auteurs, de présenter des concepts, des cheminements de pensée au plus grand nombre. Plus grand nombre, c'est-à-dire que quand on me pose la question à qui est-ce que tu t'adresses, la fameuse question quelle est ta cible, je réponds ma cible ce sont les gens. Et j'assume le côté volontairement flou, vague de cette appellation, parce que mon but c'est de m'adresser à toute personne qui soit curieuse de la philosophie. Ça c'est un prérequis, c'est-à-dire que je ne vais pas forcer les gens à m'écouter s'ils ne s'intéressent pas à la philosophie. Et par contre qu'à partir du moment où pour eux la pensée mérite qu'on s'y arrête, mérite qu'on réfléchisse, mérite qu'on pense contre soi-même, je suis beaucoup attaché à ça. Et à ce moment-là, j'ai la prétention de pouvoir m'adresser à ces personnes-là en leur présentant les fondements de la philosophie. Donc sur ma chaîne, généralement, j'aborde des auteurs qui appartiennent à des courants, mais vraiment totalement différents les uns des autres. Je ne me spécialise pas dans un courant de pensée, dans une idéologie. Au contraire, j'essaie vraiment de diversifier. Donc de Socrate à Camus, voilà, en passant par Schopenhauer. Absolument. On peut passer de Platon Aristote, à Sartre sans aucune transition. Là, actuellement, j'ai travaillé sur l'Égypte. Prochainement, je vais travailler sur le personnage de Rocky Balboa. Donc, c'est pour vous dire à quel point on peut trouver de la philosophie, y compris dans les recoins les plus inattendus. Et alors évidemment, je prétends pas que toutes mes vidéos plairont à tout le monde, mais par contre, tout le monde peut y trouver quelque chose qui va l'intéresser, puisque je suis fondamentalement convaincu que la réflexion philosophique naît aussi d'un rapport à la vie concrète, c'est-à-dire de l'expérience, de la sensibilité, du vécu personnel de chacun, et que, bon, en tout cas, c'est comme ça que je suis venu à la philosophie, c'est par des interrogations personnelles, et là encore, je pense que beaucoup de personnes fonctionnent comme ça, s'intéressent à la philosophie dès lors qu'elles comprennent que ça concerne des choses qui les concernent. Et que très souvent, on a tendance à présenter la philosophie comme une discipline opaque, d'initié, un peu une discipline presque ésotérique. Et je m'inscris totalement en opposition par rapport à ça. Je pense que la philosophie s'adresse à tout le monde pour peu que nous autres, vulgarisateurs, enseignants, professeurs, nous fassions cet effort minimal de parler aux gens avec leur langage, et non pas en essayant de montrer qu'on a mieux compris qu'eux, en essayant de montrer que nous, on a fait des études et qu'on a lu des auteurs. Non, ça m'intéresse pas. En fait, j'ai vraiment l'impression que moins on arrive à se faire comprendre, et plus on échoue dans son rôle de transmetteur. J'ai eu beaucoup de professeurs de philosophie qui étaient extrêmement grandiloquents, très bons en termes de rhétorique et qui avaient beaucoup de vocabulaire, mais je ressortais de leur cours avec un sentiment de vide, de vacuité, j'avais l'impression que je n'avais rien retenu. Alors j'ai sans doute ma part de responsabilité, mais j'estime que quand on est professeur, on se doit au minimum, surtout pour la philosophie qui est une discipline abstraite, qui n'a pas de vocation utilitaire, de vocation pratique, eh bien on se doit de faire en sorte de susciter l'intérêt de celui qui nous écoute, et c'est ça que j'essaie de faire sur ma chaîne. Alors justement, puisqu'on parlait de vulgarisation, vous avez commencé à introduire cette question. C'est une chose qui effectivement, on reproche tellement à la philosophie. Pour beaucoup de gens, on va aller directement à l'essentiel, c'est un peu du branlotage, quoi. Bon, ouais. On est sur le concept, oui c'est bien beau, mais ça sert pas à grand chose. Comment justement vulgariser
la philosophie, le concept, les idées, sans pour autant, parce que c'est toujours le reproche qu'on peut faire dès lors on parle de vulgarisation, les grands pontes de la philosophie disent oui très bien, bon à partir du moment où on vulgarise c'est plus de la philosophie, et à l'inverse les gens disent oui bah d'accord mais en attendant c'est bien beau de rester dans ces nuages et dans ces tours chryséléphantines, mais bon bah moi le commun des mortels qui je sais pas, qui est magasinier, qui je ne sais quoi, eh ben moi je ne suis pas fait pour comprendre ça, puisqu'on me fait clairement comprendre que c'est pas pour moi. Bien sûr. Alors, je dis souvent que les premiers responsables du rejet qu'on peut trouver de la philosophie chez certaines catégories de la population est dû justement aux professeurs, aux transmetteurs, aux vulgarisateurs, c'est-à-dire à nous-mêmes, ceux qui sommes censés transmettre cette connaissance philosophique. Maintenant, si la question c'est de savoir comment faire pour intéresser les gens à la philosophie, partant du principe que les gens, bon, bah, ils ont fait de la philosophie au grand maximum une année lorsqu'ils étaient au lycée, en terminale, que cette approche les a pas forcément convaincus. Parce que, bon, bah, faire de la philosophie au lycée, ce n'est pas faire de la philosophie, c'est faire de la philosophie pour le bac. Donc c'est très différent. Donc je peux comprendre que des personnes aient un a priori négatif sur la philosophie en se disant, bon, voilà, ce sont des personnes qui, visiblement, manifestent un intérêt pour la masturbation intellectuelle. Et je suis le premier à dire, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc c'est là où j'essaie d'intervenir pour dire, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça parce que, en réalité, les sujets, en tout cas, que j'aborde sur ma chaîne, sont des sujets qui, au départ, s'enracinent dans des problématiques que tout le monde peut rencontrer. Par exemple, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur Jean-Paul Sartre et l'amour. Voilà, la question de l'amour, la question de la possessivité, la question de la fidélité. Ça, c'est des questions qui parlent à tout le monde. C'est un sujet, allez, on va employer des grands mots, universel. Très bien. J'ai fait une vidéo sur l'Égypte récemment, comme je le disais tout à l'heure. On connaît tous, voilà, on a tous grandi avec ces images d'Égypte, symbole de mystère. Et puis en même temps, c'est une ancienne civilisation. Alors on se dit, bon, c'est un peu un peuple enfant. On voit les anciennes civilisations comme des peuples enfants. J'essaye d'aller à l'encontre de ce préjugé. J'ai fait une vidéo sur la liberté et le déterminisme. Chez Spinoza. Et figurez-vous que quand j'ai sorti cette vidéo, certaines personnes m'ont dit que je faisais du putaclic. Hein, c'est l'expression, je précise, ce n'est pas une expression vulgaire, c'est une expression qu'on utilise pour dire... Expression idoine sur YouTube, quoi. Voilà, pour dire un contenu aguicheur qui génère du clic. Et j'ai été vraiment estomaqué quand on m'a dit ça, parce que j'ai découvert à cette occasion que parler de Spinoza, c'était putaclic. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se posent aujourd'hui la question de est-ce que la liberté existe vraiment ? Est-ce que nous ne sommes pas tous déterminés ? Alors évidemment, il y a un air du temps, il y a une idéologie qui fait que, bien, on va avoir... certains réflexes intellectuels. Alors aujourd'hui, le réflexe intellectuel, par exemple, c'est de considérer que nous sommes tous déterminés. Et donc, je convoque Spinoza pour essayer d'expliquer, sous son prisme, dans quelle mesure est-ce qu'on est effectivement tous déterminés, dans quelle mesure une forme de liberté est possible. Donc, vous voyez que ce que j'essaie de faire sur ma chaîne, c'est pas simplement donner des définitions, même si je pense que c'est important de définir les termes dont on parle, mais c'est aussi questionner les choses au-delà et même à l'encontre de nos préjugés. Moi-même, ça m'arrive parfois de parler d'auteurs ou de parler de courants philosophiques avec lesquels je ne me sens pas spécialement en affinité. Je parlais de Sartre tout à l'heure. Bon, il y a d'autres auteurs comme ça avec qui je ne me sens pas spécialement en accord, mais je trouve intéressant de se glisser dans la conscience d'un auteur pour essayer de comprendre comment il pense, parce que comprendre comment pense quelqu'un d'autre que soi, c'est se donner la possibilité de penser mieux. J'ai une vision de... pas de la connaissance, parce que je pense que le mot connaissance est un peu galvaudé. Est-ce qu'on fait référence à la culture, à l'érudition, ou est-ce qu'on fait référence à des capacités de raisonnement ? Moi, je suis plus du côté du raisonnement. J'ai vraiment l'impression que ce qui fait la richesse d'un raisonnement, c'est la capacité, c'est sa capacité à explorer d'autres voies que les voies initiales, que ce qu'on pense au départ, que ce qu'on pense a priori. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un peu peur de se confronter à la pensée autre, à la pensée qui n'est pas la nôtre, parce qu'on la voit comme une pensée menaçante. Il y a une tendance actuelle, je pense, je considère, qui est de catégoriser la pensée en fonction de sa dangerosité. Moi, ce que je trouve dangereux, c'est de faire ça. C'est-à-dire de considérer que ce n'est pas la pensée qui tue, ce sont des gens qui tuent. La pensée est une arme, mais l'arme n'est pas responsable de ce qu'on en fait. À partir de là, j'essaye vraiment de proposer des voies alternatives de la réflexion pour que les gens puissent, allez, on va dire ça comme ça aussi, évoluer
dans leur manière de voir les choses, mais évoluer selon leur propre cheminement. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à leur imposer une manière de penser, étant donné que les auteurs dont je parle sont tous très différents les uns des autres, parfois incompatibles. Donc quand je fais une vidéo sur Kant, et quand je fais ensuite une vidéo sur, je sais pas moi, Émile Durkheim ou Descartes, ou peu importe, j'essaye d'offrir aux gens des outils, c'est le slogan de ma chaîne, de la matière à penser. Et la matière à penser, ensuite chacun en fait ce qu'il veut. Donc, ce qui compte pour vous, la différence effectivement d'un refrain qu'on entend beaucoup dans les médias notamment, mais ça vaut aussi pour les professeurs l'université ou les philosophes, ou en tout cas ceux qui se présentent comme philosophes, c'est plutôt le message au messager. Complètement. Voilà. Mais alors non seulement c'est ça, mais c'est même capital pour moi de faire la distinction entre le message et le messager. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous-mêmes, en tant qu'individus, notre pensée, elle évolue dans le temps. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai 35 ans, je ne pense pas comme lorsque j'avais 20 ans, 25 ans, et je ne pense probablement pas comme lorsque j'aurai 40 ou 60 ans. Donc déjà, on évolue. Donc si déjà on évolue, il faut bien partir du principe que ce à quoi on s'oppose en termes d'idées aujourd'hui, c'est peut-être notre moi d'il y a 10 ans ou notre moi de dans 10 ans. Donc tout ça me semble aller dans le sens d'un devoir d'humilité. Devoir d'humilité, non pas forcément du philosophe, mais de celui qui pense, de celui qui réfléchit, de se dire la pensée que j'ai aujourd'hui, il y a peut-être que demain, pour une raison ou pour une autre, je ne la considérerai plus comme valable. Donc ça c'est la première chose. Est-ce que vous pouvez me rappeler la question de départ pour pas que je digresse trop ? En gros, c'est ça que je trouve appréciable dans ce que vous faites, c'est que vous privilégiez plutôt le message au messager, Voilà. ce qui fait que toutes les philosophies sont abordables et il n'y a pas de philosophie interdite. Je pense par exemple à une vidéo que vous aviez faite à l'époque, je crois que c'était sur Schopenhauer et le fait que, bon, la fameuse Oui. la polémique Schopenhauer, donc nazi. Voilà, Alors, faire simple. Heidegger, Heidegger, sur le nazisme. Heidegger, ouais. Alors là, c'est une belle anecdote que je peux éventuellement raconter rapidement. C'est que une personnalité du monde intellectuel avait fait une vidéo sur YouTube pour dénoncer le fait que Heidegger était présent dans le programme de philosophie en terminale. Et cette personne trouvait absolument scandaleux qu'on puisse distiller dans le cerveau de nos chères têtes blondes et brunes une idéologie nazie. Et donc j'avais répondu à cette vidéo que, premièrement, on n'étudie pas Heidegger pour ses positions en termes politiques, en termes de nazisme, premièrement. Deuxièmement, que par ailleurs, on étudiait énormément d'auteurs au lycée qui faisaient partie du programme officiel et qui avaient tenu des propos ouvertement antisémites, que ce soit Sigmund Freud, que ce soit Voltaire, que ce soit Victor Hugo, que ce soit Karl Marx, exactement. Donc c'est de l'hypocrisie. Bon, j'essaye de combattre à ma modeste mesure cette hypocrisie ambiante médiatique, tout simplement parce qu'on n'est pas obligé de devenir nazi quand on lit un penseur nazi. De la même façon qu'on n'est pas obligé de devenir pédophile quand on lit un auteur pédophile, qu'on n'est pas obligé de devenir sadique quand on lit Sade, et que je pense que c'est une insulte faite à la pensée, à la conscience et au libre arbitre humain que de considérer ça. Donc peut-être, et là votre question finalement apparaît de manière extrêmement éclatante maintenant que j'ai fait cette petite explication, je me rends compte à quel point il y a derrière cette frilosité à envisager la pensée d'autres, il y a une peur, et il y a une infantilisation du lecteur et du spectateur. Donc s'il y a vraiment une chose que j'essaye de faire vraiment du mieux que je peux, c'est de prendre mon auditeur pour un adulte, c'est-à-dire pour une personne qui possède une conscience, un libre arbitre, ce que Kant appelait une raison morale, et qui fait que je ne me sens pas responsable de la manière dont les propos de tel ou tel philosophe vont être interprétés. Moi, il me semble que, alors ça c'est mon côté platonicien, il me semble que quand on fait les choses dans un bel état d'esprit, ce qui en ressort sera beau. Voilà, c'est peut-être naïf, c'est peut-être utopique, c'est peut-être tout ce qu'on veut, il n'y a aucun problème, j'assume ce côté-là. Je pense qu'il y a des personnes qui vont générer du ressentiment, de la haine, de la colère et de la frustration par la manière dont ils parlent des choses. Je ne suis pas du tout dans cette optique-là. J'essaye vraiment de transmettre le peu que je sais. D'ailleurs, je précise que pour être vulgarisateur, il ne faut pas être trop spécialiste. Moi, je ne suis spécialiste de rien. J'ai mes auteurs de prédilection, j'ai les pensées qui m'ont vraiment accompagné, que j'ai étudié et approfondi pendant plusieurs années, mais je ne suis spécialiste de rien, ce qui m'immunise d'une certaine manière contre le prosélytisme. Je n'ai pas d'auteur à vendre.
Je n'ai pas d'auteur que je vais considérer comme une sorte de fétiche ou d'étendard qu'il faudrait absolument suivre et défendre. Pas du tout. Et même, pour aller jusqu'au bout, les auteurs que j'admire et que je respecte le plus sont ceux dont je parle le moins parce que j'ai peur de dire des bêtises à leur sujet. Donc la première fois que j'ai fait une vidéo sur Spinoza, j'ai fait une petite introduction pour annoncer que j'avais mis du temps avant de m'y frotter parce que c'est un auteur que je respecte tellement, et pareil pour Hegel, que j'ai pas envie de dire des bêtises à leur propos. Alors quand je dis ça, je me rends compte que mon problème à ce niveau-là, c'est que comme j'essaye d'être un peu honnête, parce que je ne pense pas qu'on puisse être objectif, mais je pense qu'on peut être honnête. Comme j'essaie d'être un peu honnête sur les auteurs dont je parle d'abord des auteurs dont je peux prétendre les avoir compris. En tout cas, avoir compris les grandes lignes. Les auteurs un peu plus ardus, ceux que je respecte le plus, je vais faire beaucoup plus attention. Donc non, la pensée n'est pas un acte militant. Ça, c'est quelque chose, on dit souvent, tout est politique. Oui, si tout est politique, tout est tout ce qu'on veut. Je veux dire, c'est un slogan. Donc ça n'a pas de valeur pour moi. Tout est politique. Quand je parle de Sartre, c'est politique, oui, mais quand je parle de Spinoza, qui est son opposé, c'est aussi politique. Dans ce cas-là, ça s'annule. Vraiment, je milite pour une approche libérée de la philosophie. Quand je dis libérée, c'est libérée du militantisme, libérée du dogmatisme, libérée de la chose à vendre. Voilà. S'il y a quelque chose à quoi je m'oppose, c'est la sophistique. Ce sont les sophistes que dénonçait Socrate, qui ne pensaient pas pour penser, mais qui pensaient pour triompher. Et tout comme sur Radio Lorraine Enragée, nous faisons un devoir de ne pas prendre nos auditeurs pour des cons. Alors maintenant, on va parler de vos livres et rentrer un petit peu dans le dur. Et là, je ne m'adresse non plus au précepteur, mais à l'auteur. Alors, vous avez fait une critique du libéralisme. C'est un courant de pensée sur lequel vous êtes beaucoup revenu, et vous avez lu énormément d'auteurs, vous êtes revenu sur énormément d'auteurs qui critiquent le libéralisme. En quoi, d'après vous, cette philosophie, ce courant de pensée, s'apparente à une espèce de course sans fin vers ce qu'on appelle aujourd'hui le progrès? Alors, je vous aide en vous citant. Dans votre livre La gauche du capital, à un moment vous dites très bien: à l'origine, on l'a vu, le libéralisme entendait affranchir l'individu de tous les cadres institutionnels normatifs qui paralysent son advenu et sa constitution comme sujet libre et autonome. En ce sens, il peut se concevoir comme un acte de fondation de légitimité visant à installer l'homme aux manettes de sa trajectoire sociale, morale et symbolique. Si je vous suis, l'homme devient le centre de tout et devient son propre maître étalon. Donc on sombre dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le progressisme à tout crin. Est-ce qu'il n'y a pas, une espèce de tonneau des Danaïdes, quoi? On n'en finit plus aujourd'hui. Totalement, l'image est bonne. Je pense que tout le problème vient du fait qu'on a confondu liberté et libéralité. D'ailleurs, il faut savoir que libéral peut s'entendre en plusieurs sens. Autrefois, je pense à certains auteurs de l'humanisme qui parlaient des activités libérales. Les activités libérales, c'était les activités de l'homme libre, c'est-à-dire de celui qui pouvait se consacrer à la pensée. Bon, ça c'est une première définition. Ensuite, on a la définition politique du libéralisme tel qu'il a pu apparaître en France au XVIIIe siècle, parce que ce n'est pas une affaire qui date d'hier. Et ce libéralisme dont on parle, il a pu être porté aussi bien par des Adam Smith que par des Voltaire. C'est-à-dire qu'on a affaire à un libéralisme qui n'est pas simplement de nature économique, qui est un libéralisme politique et philosophique. Donc ce libéralisme, il s'enracine dans une conception de l'homme qui considère que l'homme est porteur de droits naturels, inaliénables et sacrés, comme le rappelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça, déjà, ça pose problème philosophiquement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle des droits naturels? Puisqu'on a toujours appris qu'un droit, par définition, il était institué. Un droit n'est jamais naturel. C'est ce que disait, je ne sais plus si c'était Protagoras ou un autre protagoniste des dialogues de Platon, qui parlait du droit du plus fort, qui était le seul qui prévalait dans la nature. Le seul droit qui prévaut dans la nature, c'est le droit du plus fort. Donc par définition, le droit est une institution politique, sociale et juridique. Bref. L'idée, c'est de dire que le libéralisme qu'on nous a présenté comme un projet de droite est en réalité un projet transcourant. C'est un projet global, ce qu'on pourrait appeler un fait social total, comme disait Marcel Mauss, et qui ne se restreint pas, loin s'en faut, à la droite. Les premiers libéraux étaient de gauche. Ils étaient placés à la gauche de l'hémicycle au moment de la Révolution française, c'est-à-dire qu'ils défendaient les libertés individuelles, liberté de conscience, liberté religieuse. Liberté de commerce. Alors, justement, merci. Comme ça, au moins, on peut arriver plus rapidement à l'essentiel. Et effectivement, la liberté de commerce. Et c'est là où
cette espèce de clivage savamment entretenu depuis les années 60-70, en tout cas pour la France, qui voudrait que les libéraux soient des capitalistes de droite et que la gauche soit les antilibéraux, c'est totalement faux, puisque le libéralisme des origines prévoyait que cette liberté ou cette libéralité puisse s'appliquer aux activités économiques et marchandes. Et d'ailleurs, on peut poser la question, si vous êtes pour la liberté individuelle, vous êtes pour la liberté par exemple de, je sais pas moi, pouvoir consommer des produits stupéfiants, de pouvoir vous marier avec la personne du même sexe que vous, la liberté de circulation sur tous les sites de la planète, au nom de quoi êtes-vous contre la liberté d'entreprendre, la liberté d'échanger économiquement? Qu'est-ce qui fait philosophiquement qu'on va pouvoir justifier d'interdire telle liberté plutôt que telle autre? Ben, ça, c'est un problème. Parce qu'il n'y a aucune raison, en tout cas théorique, qui permet de limiter la liberté dans certains domaines et, au contraire, de la favoriser dans d'autres. Donc ça, c'est le premier, finalement, péché originel du libéralisme. Péché originel, c'est pas du tout, c'est pas du tout pour le combattre ou pour le contester. C'est simplement que le ver était dans le fruit, comme on disait. Le ver était dans le fruit, ça veut dire le programme libéral prévoit que la liberté puisse s'appliquer aussi bien au domaine des mœurs, des pratiques, que au domaine économique. Ça, c'est la première chose. Pour prendre juste un exemple concret, grosso modo, quand quelqu'un, par exemple, de la France Insoumise milite pour la PMA-GPA, prenons ça, on pourrait lui répondre en quoi vous vous opposez, par exemple, dans ce cadre, à un entrepreneur ou à un Bernard Arnault qui décide de ne pas payer ses impôts dans tel ou tel pays. Disons qu'il y a plusieurs choses. Bon, premièrement, la gauche a beaucoup fonctionné sur la culture de la transgression depuis les années 60, 1968 en particulier, puisque toutes les structures traditionnelles étaient considérées comme oppressives vis-à-vis de l'individu. Donc de là est née la culture de la transgression que quelqu'un comme Jean-Claude Michéa, Michel Clouscar ou même Christopher Lasch ont bien exposé, de manière pour moi quasiment définitive et intégrale. Donc cette culture de la transgression très propre à la gauche, mais qui, curieusement, s'arrête dès lors qu'on parle de l'économie, où là, on va entendre des revendications d'ordre égalitaire et de justice sociale. Bon, il se trouve que moi, ayant une sensibilité socialiste, je le dis, je l'assume et je le revendique, je ne vois aucun problème avec ça. Mais j'en vois un qui est un problème de cohérence logique. Je vois un problème de nature conceptuelle et philosophique qui est qu'on ne peut pas décider arbitrairement d'appliquer la liberté à certains domaines et pas à d'autres. Donc effectivement, si on utilise sa liberté pour la GPA, pour la PMA, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut accepter la liberté de l'entrepreneur. Alors, il y a une réponse qui est apportée par la gauche et l'extrême gauche, qui est de dire, oui, mais la liberté économique, ça a des conséquences, qui est, par exemple, la pauvreté des exploités. Et je suis d'accord avec ça. Voilà, autant dire, je suis d'accord avec ça. Mais sauf que la question, c'est comment est-ce qu'on mesure les conséquences d'une liberté ? Puisqu'il faut bien un certain nombre de critères. À quel moment, par exemple, la liberté pour la GPA ou la PMA, à quel moment ces conséquences-là sont-elles évaluées et mises dans la balance pour savoir si cette liberté est légitime ou pas ? Je parle, je ne sais pas moi, des conséquences sur l'enfant à naître, par exemple, mais je parle principalement de ce que ça signifie en termes de marchandisation du corps humain. Alors, le cas que vous avez choisi est parfaitement trouvé, je trouve, parce qu'on est dans un cas où se confrontent véritablement la liberté individuelle et la logique de la marchandisation. Or, la logique de la marchandisation, c'est censé être tout ce que la gauche rejette et vomit. Et pourtant, on est dans un cas flagrant de marchandisation du corps, parce que qui sont les femmes qui vont porter les enfants des autres ? Ce sont les femmes, au mieux, des classes paupérisées, au pire, des pays qui sont dans des conditions de misère économique. Les femmes du tiers-monde, quoi. Les femmes du tiers-monde, voilà. Donc là aussi, on pourrait mettre un veto et dire ce genre de liberté ne devrait pas être accepté parce que c'est une liberté qui s'appuie sur la misère humaine. Voilà. Pareil pour la prostitution. Il y a les pour, il y a les contre. La prostitution peut être défendue au nom de la liberté, mais elle peut être combattue au nom de l'exploitation de la misère sexuelle ou de la marchandisation du corps de la femme. Donc comment s'y retrouver ? Donc c'est bien là que le problème du libéralisme se pose de manière vraiment sérieuse et incontournable. On peut pas
peut pas occulter ces questions-là. Et d'ailleurs, beaucoup de courants de gauche ne sont pas d'accord entre eux sur ces positions-là. La question de la prostitution, la question de la GPA et de la PMA, ça ne fait pas consensus. Donc, tout ça pour démontrer que le concept de liberté abstraite, comme le disait Marx, Marx critiquait les droits de l'homme issus de la Révolution française en disant, en fait, ces droits de l'homme, ce sont les droits abstraits de l'homme abstrait. Parce qu'en réalité, un droit n'a de valeur que par rapport aux conditions sociales et matérielles d'existence. C'est très bien d'avoir le droit d'acheter une maison, mais si on n'a pas les moyens de l'acheter, le droit ne nous sert à rien, en réalité. Donc c'était un peu réintroduire le concret et le réel dans la réflexion philosophique. Je suis assez d'accord avec ça. La liberté, pour moi, est un concept creux. Je partage beaucoup plus la définition stoïcienne de la liberté, qui est la capacité à s'autodéterminer par sa raison, c'est-à-dire à ne pas se laisser influencer par ses passions et ses émotions. Ça nécessiterait aujourd'hui, par exemple, qu'on réintroduise le concept d'aliénation, puisque la liberté, c'est toujours une liberté dans un contexte, dans un certain contexte, dans certaines conditions. Donc oui, effectivement, nous avons plus de liberté qu'il y a 100 ans, 200 ans ou 300 ans, mais est-ce que ces libertés-là sont dans le sens d'une élévation de notre condition ? C'est pas certain. C'est pas certain. Donc oui, aujourd'hui, il est tout à fait possible, par exemple, on peut décider de vendre une partie de son corps. En l'occurrence, moi, j'insiste sur cet exemple parce que je l'ai utilisé dans une de mes vidéos, donc de cette jeune femme en Angleterre, je me trompe peut-être, qui avait vendu sa virginité pour plusieurs millions de dollars. Et la question, c'est, d'un point de vue libéral, au nom de quoi on devrait l'empêcher. On devrait l'empêcher. Qu'est-ce qui s'y oppose ? Et là, on introduit un concept que les libéraux n'aiment pas beaucoup, qui est le concept de dignité humaine. Pourquoi ? Parce que c'est un concept métaphysique, c'est un concept moral, normatif. Jérémy Bentham disait, penseur utilitariste du XVIIIe siècle, il disait la dignité humaine, cette absurdité montée sur des échasses. C'était une manière pour lui, de disqualifier tous les concepts moraux qui sont par définition arbitraires. Puisque la morale n'est pas quelque chose qui trouve son fondement dans l'observation objective des choses. La morale, c'est toujours des valeurs qu'on institue en tant qu'être humain au sein d'une culture et d'une époque. Donc, partant de là, rien ne s'oppose à ce qu'on puisse faire tout ce qu'on veut du moment que ça ne nuit pas à l'autre. Mais qu'est-ce qu'on appelle une nuisance à l'autre ? Là encore, c'est un problème. Donc, l'objet de ce livre, La gauche du capital, et de la critique que j'y développe, c'est de montrer qu'il n'y a pas besoin d'être de gauche pour critiquer le libéralisme, et que même, je vais aller beaucoup plus loin, être de gauche, c'est défendre le libéralisme, parce que c'est défendre les conditions de possibilité du libéralisme et de son économie. Je ne dis pas que les militants de gauche ou les représentants de la gauche et de l'extrême gauche sont des capitalistes qui cachent leur jeu. Je dis que inconsciemment, sans le savoir, sans le vouloir, à travers l'idéologie libérale sur le plan culturel et politique qu'ils prônent, eh bien en fait ils font le jeu du capitalisme qu'ils dénoncent par ailleurs. Et comme le disait Bossuet, Dieu se rit de ceux qui se plaignent des conséquences de ce dont ils chérissent les causes. C'est ce que Lénine appelait les idiots utiles. Justement, vous avez revendiqué une certaine appétence pour le socialisme. Est-ce que on peut, puisque là on a un peu taillé en bien ou en mal, après les auditeurs se feront une idée, mais parce qu'on est revenu sur le libéralisme, que penser du socialisme dès lors où on note que après, je schématise mais on est obligé, après la Révolution française, ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie libérale, la démocratie de marché et d'opinion, deux courants s'opposent, le libéralisme et le socialisme, mais quand je vous écoute et quand on s'intéresse un petit peu à ces deux courants, on se rend compte que fondamentalement ils partagent des socles idéologiques évidents. Est-ce que maintenant, là on est en 2021, alors que je pense par exemple à une série excellente qui est House of Cards, il y avait une phrase dans cette série qui dit Democracy is overrated, grosso modo la démocratie c'est fini quoi, faut passer à autre chose. Est-ce que la démocratie de marché et d'opinion, voilà, on a essayé le socialisme, on a essayé le libéralisme et inversement, est-ce que il faudrait passer à autre chose ou revenir éventuellement à ce qu'il y avait avant? Alors en bon hegelien, je dirais qu'on ne revient jamais en arrière, mais par contre qu'on peut s'appuyer sur le passé pour construire l'avenir. Bon, c'est un peu convenu, mais c'est ma pensée. Ensuite, je dirais que par-delà la question du libéralisme ou du socialisme, la question de la démocratie est un objet d'étude à part entière qui mériterait qu'on s'y arrête parce que il est convenu de dire que nous vivons en démocratie et que si on conteste cette idée, à ce moment-là, on nous répondra, et je comprends, on nous répondra, vous n'avez qu'à aller vivre
en Chine, ou vous n'avez qu'à aller vivre dans certains pays du Moyen-Orient ou d'Amérique du Sud, ou peu importe, et puis là, vous verrez ce que c'est que de ne pas être en démocratie, etc. Bref, je comprends l'idée, je suis globalement assez d'accord. Hein. Moi-même, ça m'est arrivé de parler avec des personnes qui faisaient partie de l'ex-bloc soviétique et qui m'ont bien fait comprendre que si je critiquais le capitalisme, ben, j'avais qu'à essayer le communisme et qu'eux l'avaient essayé. Et voilà, ils me souhaitaient bonne chance. Hein. Je comprends totalement cette réaction. Effectivement, critiquer le libéralisme est un privilège de ressortissant d'un pays libéral. Ça, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Maintenant, en termes de démocratie, Demos Kratos, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Remarquons au passage que c'est la translittération en grec du mot latin populisme, populus, le peuple. Hein. Bizarrement, il y en a un, la démocratie, qui est extrêmement valorisée, tandis que le populisme serait quasiment synonyme de fascisme et d'extrême droite. Bon, c'est intéressant de le noter. Dès lors que la démocratie se fait de manière représentative, pour moi, on trahit l'essence même de la démocratie. Donc ça, c'est déjà... Voilà, comme ça, c'est radical, les choses sont posées. Parce que pour qu'une démocratie représentative fonctionne, il n'y a pas besoin que le pouvoir ait le peuple. Pardon. Il n'y a pas besoin que le peuple ait le pouvoir. Il y a besoin que la mentalité, les logiques de pensée du peuple soient suffisamment bien influencées pour que ça ne remette pas en cause l'ordre social et que ça ne crée pas de troubles de type insurrectionnel. Dans une démocratie où la presse est détenue par quelques personnes possédant quelques milliards sur leur compte en banque, on peut estimer, qui d'ailleurs vendent leurs journaux à perte, on peut considérer qu'il y a derrière une entreprise de manipulation de l'opinion. Ça n'a rien de complotiste, c'est factuel, c'est même naïf que de penser le contraire, et que la manipulation de l'opinion, d'ailleurs, je crois que il y a eu des tests qui ont été faits, enfin pas des tests, mais en tout cas des recoupements qui ont été faits entre le taux d'apparition d'un candidat dans les médias et ses résultats électoraux. Et on voit que les courbes se superposent. Donc on a une corrélation directe, hein, corrélation n'est pas causalité, mais quand même, on a une corrélation directe entre l'exposition médiatique d'un candidat et son score aux élections. Donc à partir de là, qui détient l'information détient le pouvoir. Qui détient l'information détient les moyens d'influencer les votes. Donc ce concept de démocratie représentative me semble une contradiction dans les termes. Je n'ai rien à proposer en échange, ça je veux bien l'admettre. En revanche, je promeus le localisme comme voie, on pourrait dire, d'autogestion qui ne soit pas forcément inspirée de l'anarchisme du 19e siècle, hein, pas du tout, mais simplement un peu plus d'autonomie dans la gestion des affaires politiques. Par exemple, je suis convaincu qu'un maire a bien plus de légitimité qu'un président de la République, et qu'un ministre, évidemment, parce qu'il a le mérite d'être proche de ceux qu'il dirige. Et de ce fait, il ne les dirige pas, il ne les gouverne pas, il fait en sorte de rendre sa commune agréable, vivable, habitable, avec plus ou moins de réussite, hein, avec plus ou moins de bonnes intentions, hein, qu'on soit bien d'accord. Je suis fondamentalement convaincu que tous les hommes politiques ont en eux un petit désir de... faire le bien. Eh ben justement, là, pour le coup, j'allais dire le contraire, d'exercer le pouvoir, mais par contre, je leur prête le crédit de leurs intentions initiales. Donc je pense que le désir de pouvoir est quelque chose qui vient secondairement par rapport au désir de faire changer les choses positivement. Mais il me semble que les gens qui ont ce rapport de proximité à la gouvernance, pour employer un mot à la mode, ont au moins ce mérite de savoir ce que les gens attendent, de savoir ce que les gens veulent. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils font est forcément bien, mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se cacher derrière le masque de l'hypocrisie, derrière le masque des sondages et des formules toutes faites. Puisque vous parliez de possibilités, non pas de solutions, mais de possibilités politiques, entre guillemets, on a fait le distinguo entre démocratie,
populisme. Et aujourd'hui, justement, les grands démocrates nous expliquent les populistes sont dangereux, les populistes sont des menaces pour la démocratie, les populistes, par exemple, en Europe de l'Est, sont des menaces pour l'Union européenne, etc. Bon, est-ce que, précisément, l'Occident, enfin l'Europe de l'Ouest, est aujourd'hui confrontée à une crise politique telle, d'après vous, est-ce qu'elle n'a d'autre choix que pour pouvoir résister aux maux qui arrivent, l'immigration massive, voilà, remplacement de population, appeler ça comme on veut, l'écologie, les crises écologiques, crises économiques, etc. Bon, est-ce que les peuples vont devoir s'adresser à des hommes forts, type un Poutine, type un Orban, ou il n'y a pas le choix parce qu'en Europe de l'Ouest c'est comme ça que ça fonctionne, parce que ce n'est pas l'Europe de l'Est et qu'on n'a pas connu le communisme pendant 70-80 ans. Est-ce qu'il faut remettre son franc dans la machine et repartir avec une démocratie libérale, ou voilà, partir avec quelque chose de plus fort et plus dur qui peut éventuellement rappeler des heures sombres? C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu et pas forcément ceux auxquels on pense a priori. Par exemple, ce qu'on appelait au XVIIIe siècle le caractère des peuples. Il y a des peuples qui ont dans leur presque dans leur ADN politique besoin d'avoir un chef autoritaire. Et puis il y a d'autres cultures dans lesquelles on préférera un conseil un peu plus constitutionnel avec des représentants, des ministres, etc. On voit que dans beaucoup de monarchies européennes, en réalité, le roi n'a que très peu de pouvoir et que le pouvoir peut être délégué au ministre ou au Parlement. Bon, je pense que ça, ce sont des spécificités culturelles qui, à mon sens, doivent être prises en compte. C'est-à-dire qu'on ne gouverne pas de la même façon des peuples avec des histoires, des traditions et des mentalités différentes. Maintenant, bon, moi je me situe totalement en dehors de la politique politicienne, c'est-à-dire de la politique électorale, mais c'est intéressant à observer. Et ce qui est intéressant à observer, c'est par exemple un président sortant, qui après un quinquennat, bon, désastreux, mais j'allais dire pas aussi désastreux que les autres, voilà, bon. Donc finalement, on s'habitue au désastre aussi, mais qui va avoir cet avantage par rapport à n'importe quel autre candidat, que lui, il a été dans la situation de gouverner, et que donc, de ce fait, il est considéré déjà par une grande partie de la population comme rassurant. Quelqu'un qui a déjà eu à gérer une situation de crise, quelle que soit la manière dont il est géré, pour peu que ça tienne, pour peu qu'on soit encore vivant à la fin, sera considéré comme un président qui a fait le boulot, parce qu'il a fait en sorte que ça tienne. Donc il part avec un avantage. C'est pour ça que si en mai 2022, Emmanuel Macron est réélu, mais non seulement je ne serai pas surpris, mais je peux même d'ores et déjà dire que je pense que c'est ce qui va se passer. Harari disait qu'on annonçait l'avenir pour empêcher qu'il arrive. Donc, il reste de l'espoir. Mais quand on voit la candidature ou la non-candidature d'Éric Zemmour et le bruit qu'elle peut faire, alors dans les médias, parce que les médias ont besoin de s'auto-entretenir, d'auto-entretenir la flamme du buzz pour pouvoir avoir des sujets et de l'audience, mais même auprès de la population, on voit qu'il y a un écho à ce discours, un discours extrêmement provocateur par rapport au code habituel, à tel point que même Marine Le Pen semble un peu gênée de certains propos que peut tenir Éric Zemmour. Je n'ai aucune idée et aucune recommandation sur ce qu'il faudrait à la France pour que la situation change ou s'améliore, mais en revanche, ce qui nous est dit aujourd'hui est un symptôme dont on doit tenir compte, et il n'est pas impossible qu'il y ait, y compris chez les catégories populaires, un désir d'une présidence ferme, présidence autoritaire, j'emploie le mot. Pourquoi ? Parce que dans une période de désordre généralisé, économique, social, environnemental, symbolique, je trouve que c'est très important. Éric Zemmour, pour moi, a osé mettre en avant quelque chose que beaucoup de politiques ne mettent pas en avant, qui est le désarroi symbolique de la population. Beaucoup de politiques n'en parlent pas parce qu'ils considèrent que c'est dépassé de parler de choses aussi existentielles en réalité, alors que c'est fondamental.
Donc là-dessus, Éric Zemmour se positionne. Il a raison de le faire du point de vue de ses propres intérêts. Il aura un côté, je mettrai entre guillemets, hein, philosophe, dans le sens où il ne parle pas que de l'économie. Oui, d'ailleurs, il le dit lui-même. Il n'est pas là pour proposer des mesures. Il est là pour proposer une vision. Et je pense qu'Éric Zemmour est un homme cultivé, intelligent, qui sait quels mots il emploie et dans quel sens il emploie ces mots. Et effectivement, une vision, la vision, ça induit l'idée de hauteur. Et cette idée de hauteur, c'est quelque chose qui, à mon sens, manque cruellement aujourd'hui dans la représentation politique du peuple français. On a l'impression que comme disait Jean-Claude Michéa, que les ministres et les présidents ne sont que des gestionnaires. Et l'idée que les présidents ne sont que des gestionnaires peut être entendue et acceptée dans les pays anglo-saxons qui ont une forte tradition de l'action, du pragmatisme, là où en France, on a peut-être ces relents du romantisme du 19e siècle où on a besoin d'avoir une vision, on a besoin d'avoir des sensations et des émotions lorsqu'on entend le chef de l'État s'exprimer. On a besoin de vibrer. On est quand même le pays de Gaulle et Napoléon. Donc il en faut quand même pour faire vibrer le peuple français et un système de mesures et un programme purement pragmatique ne suffit pas. Donc là encore, Zemmour a fait ce choix que j'estime, qui n'a pas besoin d'être calculé en fait de sa part. Je pense qu'il l'a compris presque inconsciemment. Qu'une grande partie du peuple français, pas tous, mais une grande partie du peuple français a besoin de cette prise de hauteur qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être purement dans la gestion au coup par coup, mais d'être dans une perspective à long terme. On entend beaucoup dire par exemple que pour que le peuple se reconnaisse dans un programme, il faut proposer la révolution. Le peuple ne cherche pas la révolution. Je pense, encore, je ne parle qu'en mon nom, je devrais dire je pense à chaque début de phrase, mais ce serait un peu redondant. Le peuple, dans sa grande majorité, recherche une stabilité et une amélioration dans la stabilité, non pas une révolution. Nous sommes tous des fanatiques de l'habitude. On a besoin de l'habitude, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Nous sommes des êtres d'habitude. On a besoin de ces chaussons. Voilà, on a besoin de ces chaussons. Donc si demain, quelqu'un arrive au pouvoir, met un coup de pied dans la fourmilière, etc., on aura besoin de temps pour s'adapter, et on finira par s'adapter, on finira par s'habituer. Mais arriver avec un programme qui se veut révolutionnaire, je ne suis pas sûr que ce soit de nature à créer la sympathie, ou en tout cas créer l'adhésion électorale d'une grande majorité du peuple français. Et je pense que là-dessus, Macron a été assez habile, dans le sens où il était vraiment l'incarnation du statu quo, c'est-à-dire du prolongement de ce qui était déjà en vigueur au niveau économique et social, mais il a apporté cette petite touche de jeunesse et dynamisme, comme le slogan le disait à l'époque, qui a produit un renouvellement dans la douceur. Le fameux en même temps. Le fameux en même temps où Macron a finalement synthétisé, là encore peut-être à son insu, les deux facettes de l'idéologie libérale, le libéralisme politique et le libéralisme économique. Si vous prenez un militant d'extrême gauche, il vous dira que Macron est à droite. Si vous prenez un militant d'extrême droite, il vous dira que Macron est à gauche. Les deux ont raison, donc les deux ont tort. Les deux ont raison parce que les deux perçoivent quelque chose de réel. Les deux ont tort parce que les deux ne perçoivent que ce qui les intéresse dans ce logiciel-là. Macron est autant de gauche que de droite. Il est de gauche sur le plan sociétal. Il est de droite sur le plan économique, pour peu que ces catégories aient encore un sens de nos jours. En tout cas, c'est un libéral, et c'est un libéral conséquent. Et un libéral conséquent, il n'est pas plus de gauche que de droite, il n'est pas plus de droite que de gauche. Il est du côté de cette logique que j'ai décrite dans mon livre « La gauche du capital », de cette logique d'atomisation, de cette logique d'horizontalisation, de déracinement, qui fait que tout ce qui va être lié justement à la prise de hauteur, à la vision, au symbole, à la transcendance, à ce que certains appelleraient le récit ou le roman national, tout ça, il va l'exclure parce que ça ne fait pas partie du logiciel libéral. Parce que le libéralisme est un matérialisme intégral qui ne se préoccupe que du désir des individus et que,
voilà, parler de la grandeur de l'histoire de France, eh ben c'est déjà aller trop loin dans cette forme de transcendance auquel les libéraux sont allergiques. Alors, je vais vous poser ma dernière question, Monsieur Robin. Il y a un sujet, on n'a pas évoqué, mais il faut quand même en parler. Il y a un sujet qu'il faut dire par rapport aux démocraties libérales, au monde politique dans lequel on est aujourd'hui. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est confronté au fameux Covid. Ça fait 2 ans maintenant que les démocraties libérales montrent un autre visage, diraient certains, d'autres diront leur vrai visage, en saccageant mais allègrement, les fondements libéraux qui la font, à savoir liberté de circulation, liberté du corps, etc. etc. Donc, est-ce que, alors qu'on entre dans... D'aucuns disent une dictature sanitaire, honnêtement, bon, là, l'Autriche vient de déclarer qu'il fallait reconfiner uniquement les gens qui n'étaient pas vaccinés. Oui, je suis désolé, c'est bien une dictature. Comment, justement, c'est peut-être un petit peu redondant avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais comment, justement, ces démocraties libérales vont pouvoir s'en sortir, où, finalement, le libéralisme ne prouve qu'une seule chose, c'est qu'à la fin des fins... bon, tous ces grands principes ne sont que foulés aux pieds et qu'il n'y a pas le choix dès lors où le capitalisme a ses raisons que la liberté ne peut pas connaître, si je peux dire. Bien vu. Alors là-dessus, je vais vous rejoindre de manière assez étonnante dans le sens où il y a encore quelques années, j'aurais pas forcément tenu ce discours-là, mais j'en viens à considérer que même si le libéralisme dont je parle dans mes 2 livres constitue selon moi le problème originel, hein, c'est-à-dire cette logique libérale, hein, comme le dit Micha, c'est pas le libéralisme comme doctrine qui est problématique, attention, c'est le projet libéral qui est un projet civilisationnel de déracinement, de déliaison et d'horizontalisation par rapport à la dimension métaphysique de l'être humain. Ça prendrait beaucoup de temps à expliquer, mais je pense que nos auditeurs auront compris dans les grandes lignes. Maintenant, il est tout à fait possible, effectivement, que le libéralisme n'ait été qu'une étape historique dans un cheminement qui, en réalité, ne se réduit pas au libéralisme, mais qui serait plutôt la logique de l'asservissement des peuples, et qu'à un moment donné, le libéralisme a pu servir pour essayer de créer une sorte de soumission et de servitude paradoxale, une servitude qui passe par la libération du désir, la libération de la pulsion, ce que Danny Robert Dufour appelle la désinhibition pulsionnelle. Donc le libéralisme a pu servir d'étape face à quelque chose qui prend l'allure de la liberté, la libre satisfaction de ses désirs, mais qui correspond dans les faits à une forme de servitude. Et là-dessus, la crise sanitaire qui vient se greffer et qui vient avec un discours évidemment protecteur. L'idée c'est on réduit vos libertés, mais vous savez bien que c'est pour vous protéger. Donc là, on est Vaccinez-vous, vous protégez les autres. Voilà, on est typiquement dans le genre de discours qui, s'ils avaient été prononcés par ceux qu'on appelle les complotistes, auraient été complètement moqués, ridiculisés, voire insultés, en disant mais vous êtes des paranos, vous voyez vraiment le mal partout, etc. Donc on n'aurait pas imaginé mieux que ce qui est en train de se produire depuis 2 ans. Le fait est qu'au nom de notre sécurité, on a réussi à nous convaincre de nous asseoir allègrement sur nos libertés, ce qui va à l'encontre totalement des principes de l'idéologie libérale. Voilà pourquoi je disais que le libéralisme n'était peut-être finalement qu'un moyen dans cette histoire et non pas une fin en soi. Et si la fin c'est bel et bien l'asservissement du peuple, et c'est-à-dire la domestication de la volonté, eh bien la crise sanitaire pour ça a montré qu'elle était parfaitement efficace, en tout cas à grande échelle, pour faire en sorte que la population accepte, consente à son asservissement au nom de la protection de sa vie, la protection de ses intérêts. Peut-être que c'est le moment de se reposer la bonne vieille question, liberté ou sécurité, et peut-être que la course effrénée vers Alors, je sais qu'aujourd'hui il y a de grands débats au niveau du transhumanisme sur savoir jusqu'à quel point on peut rallonger la vie humaine. Moi j'ai l'impression que vouloir rallonger la vie humaine, c'est déjà un projet qui signifie qu'on s'intéresse moins au contenu de notre vie qu'à sa longueur, qu'à sa quantité. Hein. Je trouve que c'est déjà assez effrayant de voir les choses comme ça. Je pense que vivre jusqu'à 100 ans ou 150 ans, pour le coup, n'est pas une fin en soi. Mais en revanche, la mort est ce qui génère la peur.
et que on a beaucoup plus peur de la mort que peur de perdre nos libertés. Parce que perdre nos libertés, on s'en accommodera toujours. Bon, il y a énormément de séries, de romans, je ne vais pas citer 1984 parce que tout le monde le cite, mais énormément d'œuvres de fiction ou d'anticipation qui ont montré que entre la liberté et la sécurité, finalement, l'homme continuera à choisir la sécurité. Peut-être que nos dirigeants sont de fins psychologues et qui connaissent très bien la nature humaine à notre détriment. Dernière question, en quelques mots, si on veut rentrer dans l'aventure de la philosophie, je sais que c'est compliqué de choisir, hein, mais vous auriez 3 livres qui permettent... Allez, voilà. 3 livres pour rentrer dans la philosophie. Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, c'est un livre que je recommande à tout philosophe, prétendant philosophe, parce que c'est un livre qui est assez accessible, qui a un côté introspectif dans lequel chacun pourra se reconnaître. Un deuxième livre, l'éthique de Spinoza, parce qu'il est tout simplement illisible et que je veux que les gens s'aperçoivent que faire de la philosophie, c'est pas tous les jours très facile. Et puis un petit troisième, Tous philosophes, c'est un petit bouquin auto-édité par un auteur qui a écrit des livres sur le libéralisme quand il était plus jeune. Tous philosophes, c'est un petit livre que j'ai auto-édité il y a quelques années maintenant, qui est en libre accès sur mon site internet www.le-précepteur.fr et qui vous permettra d'entrer dans la philosophie à travers 10 expressions de la vie quotidienne et qui vous montreront que vous faites de la philosophie au quotidien sans même vous en rendre compte. Et ben voilà, chers auditeurs, vous avez de la lecture. Monsieur Robin, merci. Merci. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers auditeurs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, allez sur la chaîne du précepteur. Et puis lisez, de toute façon, il n'y a pas de mystère pour la philosophie, il faut lire. Vous connaissez également la musique, vous mettez le petit pouce bleu, le commentaire, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. La vie commence toujours demain, et haut les cœurs!